petit bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour monsieur Fernand Lopez, comment ça va? Bonjour mon ami, comment vas-tu? Bah, J'aime bien ta petite chaîne argentée. formidable, formidable. On va parler du gros upset Israël et c'est contre Sean Strickland. Alors je sais pas si t'es visionnaire ou si c'est une situation de stress post-traumatique après les nombreuses surprises qu'il y a eu ces derniers mois, mais t'avais prévenu, t'étais en mode bon, les gars, faut faire attention parce que Sean Strickland est compliqué. Et ben il s'est passé l'improbable, Adesanya a été battu et clairement battu par décision unanime. C'était bizarre à regarder comme combat. Bizarre, non? J'ai kiffé regarder. Bah évidemment, toi tu te disais, ah bah tiens les gars, regardez le combat contre Nassourdine. Vous voyez pourquoi c'est compliqué Sean Strickland? Parce que les gens sont têtus. Dans la vie, les gens sont têtus. Et voilà. Mais bref, il est très très fort. Il a un truc qui fait en particulier. Il est fort dans le sens où il a un système de défense qui est très, très sous-estimé. Et que le système de défense de Sean Strickland est sous-coté, dans le sens où il arrive avec sa garde, ici, ce qui est monté, ça qui est ici, à la Mayweather, et je suis amusé aujourd'hui qu'on le compare à Mayweather et que les gens trouvent qu'il soit très bon, alors qu'il y a encore quelques temps, on le prenait pour un soulard, un monsieur qui est un alcoolique, qui est un fou et qui n'a pas d'hygiène de vie et qui arrive et tout. Non, il a fait une performance extraordinaire. Il arrive avec 5 semaines de préparation parce que c'était un piège qui était à la base fermé, qui était refermé sur Duplessis et Duplessis y a échappé. En gros, Adesanya, il s'est dit bon, Duplessis vient de battre Whittaker. Et il a battu, genre, tu peux pas discuter. Il a battu comme jamais tu ne peux refuser la ceinture. Il a battu Whittaker. Il y a dans aucun monde où tu peux battre Whittaker KO, deuxième round, et tu n'as pas la ceinture. Ça n'existe nulle part. Whittaker, c'est un problème, tout le monde le sait. Il est crédible. Et donc, on va avoir un gars qui arrive, donc, aussitôt qu'il gagne, Adesanya dit, moi, je le veux tout de suite, pas après, pas tout de suite, moi, je veux l'affronter. L'UFC, ils se mettent d'accord, c'est maintenant qu'il faut l'affronter. Parce que, mine de rien, il a combattu, même s'il a gagné au deuxième round, il y a quelques petits bobos, donc il y a moyen qu'on le surprenne, il n'est pas bien préparé. C'est à quoi Duplessis dit, non, moi, je me retire, je suis pas prêt, je suis blessé. Finalement, on propose à Sean Strickland. Ok, de retenir ça, il est sixième. Il est sixième, il va faire le titre. Il va faire le titre en Australie. Le décalage aura entre Paris et l'Australie, je ne me rappelle plus, mais c'est une tonne, tu vois. C'est genre beaucoup. Et donc, il va aller en Australie, il va affronter un mec, donc il a des problèmes de poids, comment il s'appelle, Sean Strickland, il galère, il a du mal à faire de poids, galère de fou, décalage horaire, il est pas dans sa zone, et en plus, il a que 6 semaines pour se préparer. Il arrive, il affronte le meilleur boxeur du monde de MMA. On considère aujourd'hui que Adesanya est probablement l'un des meilleurs strikers, tout à fait confondu, et dans le pied-point le plus complet à être arrivé au plus haut niveau. Et ce qui se passe, c'est que avec 4 coups, 4 frappes différentes, il va marcher littéralement sur Adesanya. Le jab, le one-two, le tip, et puis un contre du gauche, de temps en temps. Il arrive là-bas avec une finicelle, c'est tout ce qu'il a. C'est ce bras sur le menton, ici, et puis il fait son shoulder roll et il joue avec ça. Mais ça va beaucoup l'aider, ça va l'aider à vaincre tout ce qu'il a comme embûche, mine de rien. Il va en terrain hostile. Il dit lui-même aux médias, je sens que je vais laisser des neurones, je vais perdre des cellules du cerveau, tu vois, je vais vraiment morfler, mais je vais aller là-bas, je vais lui apporter la guerre. Et il arrive, où il est arrivé, il a 17 heures de décalage horaire. 17 heures de décalage horaire. Il galère avec le poids. Il n'est pas bien. Et finalement, il va faire le poids parce qu'il n'a que 5 semaines
pour se préparer. Et il arrive là-bas et il va juste être parfait dans ce qu'il fait. Il a souvent été mauvais sur les blocages de low kick. Il va bloquer quasiment tous les low kicks. Il a souvent été il a souvent exagéré les réactions sur les feintes. Il ne va pas réagir du tout sur les feintes du champion, de Israël Adesanya. Aucune feinte ne marche. Toutes les feintes, dès qu'il y a une feinte et tout, il a juste un mur devant lui. En gros, il joue avec ses mains. S'il y a un jab qui arrive, il va parer. S'il y a un cross qui arrive, il va parer. Il va à peine faire ce petit mouvement-là, mais sans exagérer. Là où Israël, quand on lui envoie un jab, par exemple, il va complètement s'ouvrir et essayer des accès pour esquiver comme il fait d'habitude, mais du coup, il a du mal à repartir, à redémarrer, parce que il est en déséquilibre un moment et le temps de retrouver l'équilibre et tout, il perd du temps. Et il va dérouler sur lui, il va lui marcher dessus, un cadrage exceptionnel, un coup de pied, un type qui va l'aider, parce qu'après ça, quand il lève le genou, ça fait office de feinte. Parce que Adesanya s'est dit, peut-être il y a un coup de pied qui arrive, peut-être il y a un type, mais c'est pas un type, il monte juste le genou. Il reste à Adesanya des axes, il le rattrape avec un crochet, il met le bras arrière dessus, et à chaque fois il fait mouche. C'était incroyable de voir autant de précision là où les gens ont du mal à être précis sur Adesanya parce qu'il donne un faux départ. Ensuite, il va dans une autre direction, mais lui, il était capable de prédire la place où sera la tête d'Adesanya à quelque chose près. C'était vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Et comme je te dis, il est resté sur les fondamentaux, les basiques. Il a gagné son combat avec 3, 4 coups différents. Un jab cross, 1-2, un tip et le crochet du bras avant en compte. C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait que ça du basique. Il a avancé tout le temps. Il a bloqué tout le temps. Et du coup, il a asphyxié le champion. Le champion qui n'a pas pu se renouveler et trouver une solution. Donc, épique. C'était, à part le deuxième round, où moi je le vois perdre, peut-être le troisième, mais surtout le deuxième, mais tous les autres, il lui a marché dessus, il a dominé complètement. Et c'est fou parce que ce mec est sixième. Il est classé sixième au moment où il brille pour le championnat. Et ça me ramène à ce que je dis souvent, faut oser. Faut oser demander. Il ne faut pas laisser la narration se faire telle qu'elle veut se faire. Le combat vient de terminer, on sent qu'il y a une narration déjà qui va être faite, qui n'est pas celle du peuple ou celle de tout le monde. Mais surtout avec Sean Strickland, c'est aussi un truc que tu dis souvent au-delà d'être de vouloir oser, c'est ce que lui-même dit, c'est que en gros il combat parce que à la base lui il adore s'entraîner. C'est vraiment et il est tout le temps à la salle, donc il est toujours prêt. Et c'est vrai que c'est à la base qui lui a permis d'être main event des UFC Apex qui sont pas forcément les plus attendus. Là maintenant il a chopé la ceinture. On a très bien vu comment il a gagné contre Adesanya, mais côté Adesanya, est-ce que toi t'as pas été surpris? Moi il y a eu un manque d'urgence j'ai eu l'impression, tu vois, à partir du moment où il y a eu ce knockdown fin de premier round, que je vais pas dire que la messe était dite, mais tu vois, ça, il a déroulé comme il déroule d'habitude, sauf que là, il était en retard et c'était très frustrant de voir ce combat-là. C'était frustrant pour celui qui était un fan d'Adesanya et c'était moins frustrant pour ceux qui n'étaient pas fans. Enfin, je comprends ta position ou la position de ceux qui sont fans d'Adesanya et moi-même premier fan d'Adesanya, j'étais un peu en mode c'est dur, tu vois. Mais la réalité, c'est que il faut le savoir, il faut le vivre pour le comprendre. Il faut vraiment le vivre. Ce ne sont pas des histoires. Le combat, Sean Strickland a failli me rendre fou. Parce que le rôle d'un coach, c'est réfléchir rapidement pour trouver des solutions. Donc, pendant que le combat se passe, Eugene Berman, le coach d'Israël Adesanya, pète un plomb. Il est en train d'essayer de trouver des solutions à son gars. Il essaye et c'est galère. Et nous, on a commencé à trouver la solution sur Sean Strickland à la fin du troisième round. C'est vraiment là où on s'est dit, déjà le deuxième round, on a dit, bon, arrête de reculer, tu restes dans la boîte et tu boxes dans la boîte. Mais on n'a pas encore la solution. Parce que rester dans la boîte ne suffisait pas, il fallait rester dans la boîte, mettre du volume dans la boîte et éventuellement aller saisir de temps en temps. Et ce truc-là, on trouve la solution vraiment au cinquième round où
Nassoudine va commencer à remonter la pente complètement et dominer le cinquième round sur Sean Strickland. Mais la réalité, c'est qu'il faut le vivre. Tu ne peux pas avoir d'efficacité sur un mec qui ne prend pas de coups. Il prend quasiment pas de coups. Il a cette garde-là qui est très gênante, où il a sa main qui est ici. On le compare beaucoup à Mayweather, avec ses bras qui est ici. Et donc, ça permet de parer là, stopper là, dévier par exemple comme ça et enrouler le shoulder roll avec cette épaule. Et derrière, il y a ça qui protège ce bras-ci qui va protéger le corps. Pendant ça joue tout sur la tête et ça protège ici. C'est quasiment à chaque fois que tu touches sur un mur, donc il ne recule pas, donc il n'a pas mal et lui il avance sur toi parce qu'il fait mal, ce type fait mal. Et son type n'est pas architechnique, mais ça fait juste mal. C'est gênant, c'est gênant. Et il faut le vivre. En gros, c'est une vraie école pour nous tous. Quand on sort de nos écoles de formation en tant que coach, on nous a appris des choses. On nous dit, bah, vous faites la... C'est pour ça que je suis assez ouvert à comprendre les méthodes de préparation physique de mes différents préparateurs physiques. Quand on sort de l'école, on nous a dit, tu apprends la préparation physique, tu vas préparer le gars à l'effort, ensuite il y aura la surcompensation, il va être fatigué, ensuite il va s'adapter à un niveau supérieur, ainsi de suite. Et on t'a dit qu'il faut ajouter, il faut faire beaucoup de, de levée de fonte, donc de la masse pour développer de la force. Ensuite, on t'a dit il faut faire ce qu'on appelle des méthodes répétées pour pouvoir développer l'endurance. Et puis, Sean arrive avec une nouvelle méthode de préparation physique qui est celle de dire, je fais beaucoup de sparring. Comme je fais beaucoup de sparring, mes épaules s'habituent à boxer avec un gros volume. Nassoudine, on l'a formé pour faire du volume. Dorénavant, il fait du volume souvent. Vous l'avez vu sur le combat de Chris Curtis. Chris Curtis est arrivé avec la méthode il voulait faire la même méthode que nous a fait Sean Strickland, puisque Sean Strickland était dans son coin. Mais en gros, on a étouffé Chris Curtis parce que dorénavant, Nassoudine, il fait beaucoup de volume. Malgré le volume que Nassoudine fait aux entraînements, quand il s'agissait du combat de Sean Strickland, on a été étouffé. Parce que tu ne peux pas le suivre en volume. Le mec, il fait ça toute sa vie. En gros, tous ses sparring, il n'a pas fait une seule tentative d'amener au sol à Israël Adesanya. Est-ce que tu peux, dans un monde parallèle, avant le combat, on t'appelle, on te dit, Sean Strickland va battre Israël Adesanya sans faire une tentative d'amener au sol. Je dis, vas-y, arrête tes conneries, arrête, vas-y, dégage, bouge, il n'y a pas moyen, c'est mort. Mais voilà. Pourquoi il a fait? Parce que il met une armure, il met un casque sur la tête, il avance et il a du volume. Tu peux pas suivre. Toi, tu es en train de faire des techniques et tu ne suis pas. La construction des techniques était brisée. Regarde, par exemple, il a un question mark kick qui fait très bien, Israël Adesanya. C'est le coup de pied où tu fais genre, tu fais un middle kick, mais tu fais un point d'interrogation et tu retombes sur la tête. Impossible, ça n'a pas marché une seule fois. On a sous-estimé son acuité visuelle, on a sous-estimé sa lecture du jeu en système de défense. Et ça, c'est une leçon de vie pour nous tous. C'est une leçon pour vous, les médias français. Les médias français aujourd'hui, il y a un truc qu'on doit signaler, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un déclic qui a eu à un moment donné où les médias français sont passés sur un mode de ragot. Où en gros, ce qui était intéressant, c'était les faits divers, pas les contenus pas de la technique, pas du sport, pas ce dont on est en train de parler. On ne parlait plus des compétences techniques, physiques, du MMA, on parlait des vies personnelles des gens qui sont dans le MMA. Parce que ça buzzait, ça cliquait. Et je suis content que petit à petit, on revienne sur la réalité de ce qu'on fait, on fait. Aujourd'hui, je suis content que les médias puissent revenir et parler concrètement de ce qui se passe dans la vie des sportifs et concrètement les éléments qui sont intéressants. Parce que notre peuple, notre population, celle qui nous suit, mine de rien, elle est nouvelle. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore tous les codes pour comprendre ce qui se passe. Quand on a des gens qui sont des influenceurs, qui vont juste lancer des trucs en mode, mais non, laisse tomber Nassoudine, il est nul, frère. Il a boxé un mec qui ne sait même pas boxer.
c'est dangereux de dire ça parce que le commun des spectateurs qui suit là regarde un gars comme Sean Strickland boxer. Effectivement, c'est pas beau à voir quand il boxe, Sean Strickland. C'est pas terrible sa boxe, mais c'est tellement efficace. Et c'est une ouverture vers une nouvelle école de boxe si on est ouvert d'esprit et si on conçoit que il peut être fort. Mais si on rabâche tout à dire c'est binaire, où t'es bon, tu réussis, tu gagnes, t'es bon, tu perds un combat, t'es mauvais, t'es nul, c'est une culture qui m'a beaucoup gêné ces derniers temps. Comme, il y a une certaine descente du débat où le débat n'est plus un débat intelligent, où on commence à faire des débats très moches, très sombres. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont faire des interviews, qui vont parler un peu des MMA, ne parlent plus du MMA, mais parlent beaucoup plus des ragots. Mais sur tous les sujets, sur complètement tous les sujets. Enfin, c'est pas pour parler des miens ou pour parler, je le dis sincèrement pour tout le monde, c'est mieux pour nous tous de comprendre la réalité euh, de, de ce qui se passe et de donner les éléments pour que les gens, les fans de football qu'on vient de recevoir sur le MMA, ces fans-là puissent comprendre les tenants et les aboutissants et qu'on leur apporte de la connaissance. Fernand, Oui. je voulais ajouter par rapport à ça justement, les gens là qui commencent à se rendre compte qu'en fait, que ce soit Nassourdine avec sa performance, ou même Sean Strickland qui aujourd'hui est 8ème du classement pound for pound à l'UFC, Adesanya qui passe 9ème, donc comme quoi tu vois même à l'UFC c'est vrai qu'il y a aussi cette culture un peu de l'instant, parce que Adesanya il peut pas passer du jour au lendemain de top 4 à 9ème, tu vois, alors que c'est le classement officiel de l'UFC. Quand tu vois un truc comme ça, est-ce que tu te dis là que Sean Strickland il peut rester champion ou qui, je vais pas dire qui bénéficie d'un match-up facile parce que c'est Adesanya, mais que là, comme on est en train de le voir sur les réseaux sociaux, t'as quasiment toute la catégorie middleweight qui est en train de se dire c'est très bien qu'il y ait du changement. Bah, je ne sais pas, la question, je me suis perdu. Est-ce que tu voulais me demander pour la culture de l'instant ou est-ce que tu veux savoir si Sean Strickland va rester et s'imposer dans la C'est catégorie? ça, C'est un exactement. règne? Exactement, voilà. Je pense qu'il est possible. Là, aujourd'hui, dans la catégorie de 84 kilos, quand tu vois le classement de l'UFC, tout le monde a chuté. Tout le monde, je ne sais pas pourquoi, toutes les flèches sont rouges vers le bas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi Sean Strickland, le fait qu'il gagne et devienne champion, fait que Duplessis chute. Je sais pas moi, tout le monde là, Whittaker, tout le monde a chuté. Je ne sais pas pourquoi. Paulo Costa, tout le monde. Je sais pas la lecture de jeu que je peux en faire. Ce que je sais, c'est que en général, il y a un delta entre le classement de l'UFC et le classement réel de Fat Matrix. C'est leur ligue, c'est privé, ils en font ce qu'ils veulent. Sportivement parlant, je pense que Strickland va gagner quelques gars qui vont sous-estimer Strickland. Je pense vraiment que dans la catégorie, je ne l'ai pas sous les yeux. Je pense sincèrement qu'il peut gagner quelques personnes qui seront en train de le sous-estimer. Euh, Chez les middle, est-ce qu'il peut gagner Whittaker? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il peut battre Duplessis? Oui, il peut battre Duplessis. Est-ce que Strickland peut battre Kido Tia? Ensuite, on a Jared Cannonier. Jared Cannonier, c'est le même style que Duplessis. Et ils s'étaient déjà affrontés en plus. C'était très serré, ouais. Mais c'est le même style. Et aujourd'hui, il y a l'effet champion. Quand tu es champion, tu as une certaine confiance en toi qui te met quand même bien. Je pense que Strickland aujourd'hui pourrait battre Cannonier. Ce qui ne peut pas battre, bien évidemment, je ne le vois pas battre Khamzat Chimaev. Je pense que le match qui devrait se faire, c'est Israël qui affronte Khamzat Chimaev. Mais ça, c'est moi en tant que fan. La discussion qu'on a eue la semaine dernière. Ça, c'est moi en tant que fan qui dit ce serait bien de voir Israël Adesanya avant. Mais pour sa team à lui, ce que je dis là, c'est malveillant. Mais moi, je suis pas néo-zélandais. Et j'aimerais bien voir ce match. Mais en réalité, quand tu es la team d'Israël Adesanya, tu fais ce qu'ils sont en train de faire. Ils font
les forceurs et le forcing a marché. Dana White a confirmé, j'ai envie de faire un match de revanche immédiat. Mais est-ce que tu te rends compte que Israël Adesanya, il est sur une victoire, 2 défaites sur ses 2 derniers combats. Une Et victoire, 2 4-3 défaites. sur les 7 derniers. Hein. Et 4-3 sur les 7 derniers combats. Ça commence à piquer. Et Dana White n'a pas réfléchi, même pas 2 secondes. Et il a dit à la presse conférence, à l'immédiat, je pense qu'on va faire un match revanche. Ça, c'est ce que, quand je vous parle de narration, c'est ce que je vous parle. C'est qu'il y a une narration qui est faite. Et si on ne se regroupe pas et on se met en mode, ah non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut la bienveillance pour le MMA français. Je prends le cas de Manon Fiorot. Manon Fiorot est classée numéro 3 après la championne. C'est pas numéro 3 sans la championne. C'est que sur Fadmatix, je vais t'expliquer. Alexa Grasso est classée numéro 1 avec 285 points. Ensuite, Valentina Shevchenko est classée numéro 2 avec 241 points. Quasiment ex-aequo avec Manon Fiorot qui est classée 3e avec 240 points. Quasiment ex-aequo. Vient très loin en bas Erin Blanchfield qui est classée 4e avec 213 points. Mais sur le compte de l'UFC, Manon Fiorot est classée cette fois bien plus bas. Elle est classée 4e. L'UFC, dans leur narration, aimerait que ce soit Erin Blanchfield qui vienne affronter, qui vienne prendre la victorieuse entre Valentina Shevchenko et Alexa Grasso. Et ça, il faut le dévier, ça. C'est ce que je t'ai dit, c'est que il faut que les Français comprennent que on doit se ranger derrière Manon pour que Erin Blanchfield, qu'on a mis numéro 2, parce que sur le compte de l'UFC, c'est Alexa Grasso numéro 1, Valentina Shevchenko numéro 2, Erin numéro 3, et puis plus loin, Manon Fiorot. Manon Fiorot à côté de Taylor Santos. C'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Chacun joue sa partition. D'où la partition dont je te parle chez les poids lourds, par exemple, où on a John Jones en 1. Et ensuite, comme par hasard, moi, le match termine, je me mets à harceler en disant, ouais, nous on est chaud, nous on est chaud, nous on est chaud. Et je ne vois pas d'opposition de la part de l'UFC. Et je dis, j'ai tenté, mais ça passe en fait. Un peu à l'audace, comme on a tenté pour Dergleyus, et puis on a eu la ceinture intérimaire, et puis comme on a tenté pour John Jones, et puis on l'a eu, et puis comme on a... Voilà. Et là, je me dis, non, il faut aller à l'audace, là, c'est pas normal, il y a moyen de faire quelque chose. Et là, en gros, Pavlovich, sans avoir rien fait, il baisse, et Cyril monte, il devient ex-aequo. Tu dis, bon, je me dis qu'il y a quelque chose qui est bien, c'est que Pavlovich, il est le remplaçant de John Jones avec CP. Donc, c'est normal qu'il soit ex-aequo quelque part. Mais tu dis, bon, et ils dictent comme ils veulent, et c'est à nous aussi de dire, OK, il y a des fans qui vont vouloir le combat de Cyril avec Jelton Almeida, Thomas Pinal, Curtis Blade, c'est très bien, les combats, ça va se faire. Mais peut-être que le camp d'entraînement de Cyril, et peut-être que les Français qui veulent la ceinture pourraient se dire, on va baquer ça, on va pousser dans ce sens-là. Et donc, c'est dans ce sens que je te dis que le camp d'entraînement de Israël Adesanya fait bien de demander et d'insister tout de suite pour avoir le match commande, alors qu'il est abattu, hein, il est mort. C'est que quand il sort de ce combat, mentalement, il fait semblant, mais il est déchiré. Tu ne peux pas perdre de manière surprenante contre le numéro 6 mondial sans que ça ne te remette en cause. Il y a déjà 2 combats, on avait remis en question sa boxe quand il a combattu contre Jan Blachowicz et qu'on trouvait que, bon, il n'a pas été si efficace que ça dans les feintes. Donc, si tu veux, ils sont en train de faire un travail de ça pour que le combat soit maintenu, que l'annonce de Dana White soit maintenue et que ça reste comme ça. Mais je suis pas encore sûr que ce sera le cas.
Et comment peut faire Adesanya alors pour s'imposer en cas de revanche contre Sean Strickland? Ah, deux questions. Comment il peut faire pour s'imposer lors de la revanche contre Sean Strickland? Est-ce que tu penses là que ce qu'a fait Sean Strickland, ça peut être le truc pour réussir à battre Adesanya et que là il a ouvert une brèche, tu vois? Je ne suis pas pour ces trucs de brèche-là, je n'y crois pas beaucoup. Les trucs de dire oui, on a vu une brèche et tout. Non, ça donne des indicateurs, ça donne des marqueurs de victoire, mais faut se calmer avec ça. Faut pas toujours penser que c'est la vérité absolue. Je pense que s'il y a quelqu'un, le plus grand danger aujourd'hui pour Adesanya? non, pour Sean Strickland, Strickland? ça reste Adesanya. Parce qu'il est passé par là, parce qu'il a vécu, parce qu'il sait. Il ne savait pas. Maintenant, il sait. Tu le remets dessus, il sait faire, il sait gagner. Il sera de tous les mecs qui sont là en train de vouloir battre Sean Strickland, ceux qui sont près de le battre, c'est Adesanya, c'est Nassourdine Imavov. Parce qu'ils savent, ils l'ont déjà vécu. Ah, avec ta sourdine d'ailleurs, est-ce que, parce que voilà, toi là c'est t'es reparti avec ton pressing, pour Nassourdine qui va combattre lors du prochain pay-per-view, est-ce que juste après le résultat t'as envoyé des petits messages en mode bon les gars, ou t'attends que le combat se fasse? Non, non, moi j'ai déjà parlé avec... c'est des conversations naturelles. Enfin, bon, félicitations pour l'événement du UFC 293, mais on est d'accord que maintenant vous comprenez de quoi on parle. On est d'accord que vous voyez maintenant différemment Nassourdine. Voilà un gosse qui arrive et tout, qui fait son premier main event. Il est sous pression. Il le fait à 93 kilos au lieu de 84 kilos et il va remonter la pente au quatrième round et au cinquième round, alors qu'il est censé ne pas avoir de cardio et qu'on le prédisait qu'il n'a pas de cardio, il est en train de monter le round contre une machine. Sean Strickland reste une machine, quoi qu'on dise. Et donc, du coup, c'est ce qu'on veut construire, c'est que on a l'opportunité d'une très belle histoire. Au lieu d'attendre que l'histoire se fasse tout seul, faut construire. Faut aller titiller, faut aller rappeler au matchmaker, et les gars, voilà ce qui est possible. Il est possible que dans 2, 3 combats, que on ait envie de revoir ce match-là qui est terminé très serré, où on voyait Sean Strickland commençait à coller Nassourdine pour empêcher Nassourdine de boxer. Littéralement, Sean Strickland courait sur Nassourdine, l'embrassait pour empêcher qu'il boxe. On se dit peut-être que avec ce qu'on a appris, avec l'adaptation, on est d'accord que notre team Factory a fait une meilleure adaptation que celle de Eugene Berman. C'est le kickboxing sur ce combat, au moins. Aïe On aïe peut, attends. aïe. Non, 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 si, non, non. Je te pose alors, une question. Je te oui, pose une question. oui, Je ne dis pas, moi, je ne vais pas le dire. Je te pose une question. Est-ce que tu peux oui, dire, oui. est-ce qu'on peut le dire? Sans risque de se tromper que oui, 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 non, en vrai, oui. Nassourdine, cinquième round, bien, mais et c'est pour ça en fait que je te posais la question aussi pour Adesanya. Nassourdine, tu vois, on voit qu'au cinquième round, bah c'est parti, il y va. Adesanya, il y a eu aucun rebond, aucun, enfin. Parce que on a trouvé une solution. Et si tu n'as pas la solution, tu t'embourbes avec lui. C'est un bourbier. Mm. Je te promets, Sean Strickland, c'est un bourbier. Tu penses le connaître de loin. Quand le combat commence, il y a dans notre coin, enfin, on le coachait, j'étais avec Cyril, j'étais avec Ibrahim, il y a des experts quand même dessus. Enfin, mais c'est un bourbier. On a eu du mal à capter ce qui se passe. Ça prend du temps à capter ce qui se passe. Et je te dis que si le kickboxing n'a pas trouvé la solution, et donc si tu ne trouves pas la solution, aussi bon que tu sois, tu vas répéter les mêmes choses, tu vois. C'est pour ça que je te dis que aujourd'hui qu'il sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est très intelligent, Adesanya. Le camp d'entraînement d'Adesanya, ils sont parmi les meilleurs dans le monde. Quand ils vont rentrer dans leur camp, quand ils vont se repréparer, si on leur donne le match revanche, je pense qu'ils vont gagner. Je pense vraiment que s'il y a revanche, Strickland, Adesanya, c'est mauvais pour la publicité parce que on s'en fout. En réalité, l'UFC s'en fout un peu de ce que pensent les gens. En réalité, c'est comme ça qu'ils marchent. Mais en réalité, ce n'est pas le contentement du peuple ou de ce qu'on veut. Mais s'ils le font, Adesanya est champion. Il va regagner. J'en suis persuadé. Parce que Sean est basique, mais il est très
bizarre dans son basique. Si tu ne l'étudies pas avant, tu te casses les dents, mais d'une force, tu te casses les dents. Donc, je pense qu'il a capté ce qui s'est passé et qu'il va s'adapter. Et tout ce qui est un petit peu, je sais que t'aimes pas en parler, mais je te pose quand même la question. Tout ce qui peut être hors sportif, tu vois là ce que les gens commencent à dire, qu'Adesanya a peut-être trop combattu, qu'il lui faut une pause. Ça pour toi c'est extérieur et c'est pas, enfin c'est quelque chose qu'on ne saura sans doute jamais. Non, c'est propre à chacun. Ok. C'est vraiment, moi, c'est pas que je n'aime pas en parler. Je veux parler de ce qui est mesurable, quantifiable, ce que je peux palper, ce que je peux affirmer. La spéculation me saoule, en fait. Sérieusement, ce que je constate de plus en plus, c'est que sur tous les podcasts, nous tous, on spécule beaucoup. Et quand tu es d'un côté du comptoir, tu ne le sens pas, la spéculation. Quand tu es de l'autre côté, des deux côtés comme moi, oh, c'est relou la spéculation. Il y a des gens, des fois, qui spéculent sur des trucs de mes athlètes ou de mon camp d'entraînement, et c'est des trucs qui sont à 1000 lieues de la réalité. Et je me dis, mais comment ils font pour parler de ce qu'ils ne savent pas? Pourquoi ils ne ferment pas leur bouche? Parce qu'ils sont à 1000 lieues de capter la réalité. Et c'est juste contre ça que je lutte aujourd'hui. C'est la spéculation gratuite. De dire, oui, tu sais, je pense qu'il a trop combattu. Qui suis-je pour savoir comment je fais sans avoir fait une étude, sans connaître précisément et juste deviner que il a perdu parce qu'il combattait beaucoup. Pourquoi avant il ne perdait pas quand il combattait? Il a souvent eu une fréquence de combat quand même élevée, tu vois. Il y a des gens qui combattent beaucoup et qui gagnent malgré qu'ils combattent beaucoup. Regarde Cyril dans son rythme de combat il y a quelques années, comment il a fait, je crois, en un an, 5 combats ou 4 combats, et sur l'année d'après, il a fait 4 combats encore. Enfin, il enchaîne pas mal. Et pourtant, il était performant. C'est propre à chacun. Il y a des gens comme Sean Strickland, il aime tellement faire le sparring, tu vas lui donner 12 combats l'année, il va kiffer. Et puis, il y a d'autres personnes qui le vivent mal. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de spéculer. La manière dont Dana White s'est mis en mode protection très rapide sur Adesanya, j'aurais voulu qu'il mette la même protection très rapide sur Cyril. Parce que Adesanya perd sur la longueur 25 minutes. Ça dure super longtemps. Moi, j'aurais voulu que Dana White dise, je n'ai pas reconnu Cyril, il n'est pas le même, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, peut-être qu'il est blessé. C'est Dana White qui dit ça carrément. Il dit ça d'Adesanya, il se met à trouver toutes les excuses possibles à Ah, Adesanya. après, c'est une de ces poules aux œufs d'or aussi, je pense, aujourd'hui. Enfin, parce qu'il y a plus, c'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est qu'il y a plus vraiment de, enfin, je vais pas dire de superstars, mais tu vois, Ouais, il y a plus, c'est la seule qui reste. C'est vraiment, c'est le deuxième après Conor McGregor et il y a plus. S'il part, Dana est mal. C'est comme cet exemple-là de l'anecdote que raconte Eddie Bravo sur Joe Rogan Podcast. Et donc, il parle un peu du niveau qu'ont les mecs de sol. Il parle du quintet. C'est le quintet 2. Ils arrivent et tout, ils passent des quarts de finale. Et puis finalement, ils arrivent face à l'équipe de Sakuraba. C'est au Japon. Et donc, ils arrivent et il y a Boogeyman qui arrive et il place une dark shot à Sakuraba. Il fait taper Sakuraba. On sort de là et derrière ça, il y a un mec de l'autre côté qui s'appelle Ezam. Ezam arrive, c'est un grand bac et tout qui fait quasiment 115 kilos, qui a combattu longtemps au Japon, qui est maintenant aux États-Unis. On a fait appel à lui quand on préparait John Jones. Et il s'est trouvé que John Jones avait fait appel à lui même 2 jours avant nous et il a rejoint l'équipe de John Jones. Et donc ce mec-là, Ezam, il va aller et il va mettre, il va prendre Boogeyman, il va taper Boogeyman sur une clé de talon. Ensuite, Boogeyman, et donc du coup il y a Joe, un autre gars de l'équipe d'Eddie Bravo qui passe. Et donc, du coup, Eddie Bravo, la seule consigne qu'il donne à ce mec, c'est va venger la défaite de ton frère. Son frère d'équipe Boogeyman. Et donc, il va, sauf que Joe, il a quasiment 115 pounds. Donc, c'est quasiment 55 kilos, quoi. Et il va affronter un mec qui a 210 pounds. Ça va chercher.
quand même dans les 108, 110 kilos par là. Et donc, c'est quasiment improbable, mais sauf que c'est un expert sur les guillotines, notamment la Marcelo. Et à un moment donné, ils sont sur un 50-50. Au moment de se relever, quand Ezam décide de se relever en base, dès qu'il se relève, Ezam Friday, il s'appelle. Ezam décide de se relever en base, dès qu'il se relève, Joe va prendre son coup. Et à partir de là, on est sur sa situation la plus confortable. Il va partir sur une Marcelo et il va le faire taper. Sauf qu'à la fin, quand tu vois la photo entre Ezam et le petit en question, tu dis comment c'est possible. Mais il va le taper, faire taper d'une facilité et d'une rapidité. Et ce que j'essaie de dire, c'est que d'un côté, tu as Dana White qui va annoncer et justifier la défaite de Israël Adesanya très longuement en disant je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, on va voir ce qu'il va nous dire, mais il n'était pas bien, je suis curieux de voir ce qu'il va dire à la presse-conférence. Je pense qu'il a droit à une match revanche et tout, parce que c'est pas le Israël Adesanya qu'on connaît. Et à aucun moment, il ne va dire, bon, je ne sais pas ce qui est arrivé à Cyril, ça n'arrive pas souvent qu'il pède aussi rapidement, enfin non, c'est un mot de tout le monde admet, on dit, mais non, il est archi nul au sol, c'est pour ça qu'il perd comme ça, parce qu'il est nul au sol. Mais là, je te parle du quintet. Quintet, c'est le top du top du top des compétitions par équipe de jiu-jitsu brésilien. Et les mecs viennent, bah, tu tombes dans un piège, bah, ça va super vite, c'est calculé, boum, le piège, il est fermé, tu tapes, tu sors. C'est cette narration-là qui indique que très fortement, l'UFC a l'intention de refaire le match avec Israël Adesanya et Sean Strickland. Mais d'ailleurs, oui, on n'en avait jamais parlé, mais est-ce que pour toi, vous n'étiez pas dans la situation de Sean Strickland dans le combat Cyril-John Jones? Absolument. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ouais, absolument. C'est quasiment la même chose. C'est 5 semaines et demie. C'est jet lag, c'est arrivé quelque part. Et puis, mais chacun saisit son opportunité. Imagine, Strickland s'est dit, bon, c'est trop, quoi. J'ai 17 heures de jet lag dans la tête. J'arrive là-bas. J'arrive pas à faire le poids. Pourquoi je vais faire ce combat? Laisse-moi rentrer chez moi. Il aurait pu dire non, je ne combats pas, tu vois. Mais non, il prend l'opportunité. Et l'opportunité s'avère bonne. Et il la prend, il a réussi. Ou ça n'a pas été notre cas, où on n'a pas eu cette chance-là de pouvoir dérouler le jeu et voir ce que ça donnait, tu vois. Fernand, on va avancer un petit peu parce que là, voilà, Sean Strickland a choqué la planète. Ça va être très très intéressant de voir ce qui va se passer dans cette catégorie middleweight. J'ai une question peut-être épineuse à te poser. C'est que se passe-t-il du côté d'Ares Fighting Championship, Fernand? Parce que là, on attend le retour de ton organisation. Il y a Monsieur Younoussov, Monsieur Haïda qui s'était bien chauffé il y a quelques mois de ça. Et puis même tout le roster au global, j'avais parlé à Ibramane récemment, il espère lui revenir pour le mois de novembre, donc je pense qu'à mon avis là le retour risque d'être assez explosif avec une carte pas mal chargée, et surtout quand est-ce que se fera ce retour là, Fernand? 17 novembre. Ok, toujours au Dôme novembre, ou non, okay. Le Valois-Perret. D'accord. On bouge du Dôme. On a eu un souci de salle au Dôme. Et le Valois, je sais que t'avais pas apprécié quand j'avais dit ça, mais qui pour moi le Valois est bien mieux que le Dôme parce qu'on a vraiment ce côté arène comme à l'UFC avec la cage qui est centralisée, enfin un délire un peu chaudron, quoi. Oui, moi je comprends, tu aimes bien ça, le truc d'arène et tout, mais moi je pense modèle business plan. La rentabilité du Dôme est beaucoup plus en avant que la rentabilité de Levallois. Maintenant, on va retourner au Dôme, on est obligé. Et donc, du coup, on a sur le 17 novembre, on a Baki qui va affronter Félix Klinghammer pour la ceinture de welterweight. Et ensuite, on a Mustafa Haïda qui va affronter Abu Younoussov. Et il y a une petite surprise, c'est que sur le mois de décembre, le 15 décembre, Tourpal Younoussov va combattre pour la ceinture contre Axel Sola. Ok. Et donc, attends. Et donc, du coup, pour cet événement-là, wow. Attends, et donc en quelle catégorie? Lightweight. En lightweight, ok. Et donc ça, ce sera au Dôme? Au Dôme de Paris. Ok. Non, le Valois. Jusqu'à la fin d'année, on a le Valois. Jusqu'à la fin d'année, le Valois. Donc du coup, pour l'événement de décembre, il y a 2 titles. Un seul pour l'instant qui est confirmé. Il y a... Il peut pas le dire. Le 15...
le 15 décembre, on a Virgil Hogan contre Enrique Ouh, Emoto. ouh, Ouais. ouh. Ah donc là, qu'est-ce qui s'est passé, Fernand? Est-ce que ça t'a énervé la pause, c'est ça? Tu t'es dit, bon, faut remettre les points sur les i, là? Non, non, c'est bien. Il y a des bonnes choses qui se sont passées ces derniers temps sur le MMA français. Il y a, on sent que l'appétence du MMA français continue à grimper. Nous, on a eu le souci des salles, mais au-delà de ça, ça tombe bien parce que mine de rien, quand même, c'est saturé aujourd'hui. Il y a l'UFC qui était là au mois de septembre, toujours sur le mois de septembre. On a eu le Brave avec Hexagone, toujours sur le mois de PFL? septembre. On a le PFL qui arrive. Aujourd'hui, mardi 12, il y a Jordan Zebo au MMA Factory qui a fait ce matin la presse conférence avec l'Open Workout du PFL et la presse conférence, un média D en tout cas. Donc ça fait beaucoup de saturation mine de rien sur le MMA français et c'est bien de notre événement sur le Dôme qui était prévu et qui a été annulé était le 7 octobre. Ça veut dire une semaine après le PFL. Je pense que mine de rien, on a essoré le portefeuille des fans de MMA et donc on va leur laisser un peu de temps de façon à ce qu'ils se remettent un peu bien et qu'ils puissent rapidement prendre les tickets pour la carte du 17 novembre qui s'annonce épique. Il y a le retour de Alexandra Tekena contre Yoni Rajafiarezon. Il y a Jackie Jeanne qui va affronter Carlos Montoros. Il y a qui d'autre qui combat. Il y a Emmanuel Dawa qui va affronter Gilles Oudela. Il y a, voilà, il y a de quoi faire. Il y a des beaux combats qui arrivent le 17 et puis le 15 aussi, ça va sérieusement chauffer. Parce que Youssouf Binaté va affronter Mehdi Saadi. Asia Miri revient contre Levi Steedman. Bullocks reprend le service contre Joffy Woolton. Le démarrage de Aziz Lali, enfin ça va dans tous les sens. C'est vraiment énervé les deux derniers fights de l'année. Fernand, tu manques à tous tes devoirs, je pense. La billetterie. Parce que là, même moi, j'ai envie de prendre mon ticket pour Arès. Ça arrive quand, là? La billetterie arrive au courant de la semaine prochaine. Ok, oh là là. Et juste petite question, parce que tu vois, j'ai pas mal parlé d'Arès ces dernières semaines, tu vois, parce que c'est vrai que les gens avec les organisations qui arrivaient outre-Atlantique, bah, ils se posaient la question, quelle est la grosse organisation en France? Et justement, je parlais d'Arès, qui avait ce côté, justement, où toi, tu faisais sortir les pépites pour ensuite qu'elles aillent dans des grosses ligues, comme ce qui se passe avec Jordan là, comme ce qui s'est passé avec la passerelle que tu as pu faire entre Arès et l'UFC. Là, aujourd'hui, tu vois, t'as présenté les deux title fights qu'il va y avoir, avec à chaque fois des gars, on est d'accord, c'est le futur, c'est des gars qui sont jeunes, mais je me dis, ce serait presque dommage qu'ils partent juste après, ou après une défense de ceinture à l'UFC. Parce que ça fait pas très longtemps que les gens les ont découverts. Globalement, les gars, ça fait quoi, moins d'un an qu'ils sont connus? Le deal est le suivant. Si jamais ils partent à l'UFC, ça veut dire que l'UFC les a demandés. Si l'UFC les demande, ça veut dire qu'ils sont prêts pour ce marché-là. Faut pas les retenir. Non, mais je dis ça dans le sens, tu vois, Cyril, dans son live, il disait à propos d'Ibra, en gros, si tu gagnes la ceinture, ce serait bien que tu fasses une défense pour Arès. Mais dans le sens où j'ai presque l'impression que Qui moi... disait ça, Cyril? Cyril disait ça. Et Pour... Cyril, pourquoi lui n'a pas défendu longtemps la ceinture du TKO? Lui, il est entré à l'UFC, il avait encore, il a signé à l'UFC, il avait 2 combats. Il est entré à l'UFC, il avait 3 combats. Entre la signature de l'UFC, si il y avait une obligation de terminer le 3e combat avec le TKO, et puis il est entré. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de laisser, nous, notre boulot, Benjamin et moi, et le matchmaking d'Ares, c'est d'aller tout le temps recruter et donner la chance et monter ses petits. On pourrait considérer un gars comme Virgil Hogan de se dire, bon, on va faire qu'il attende un peu, on va voir. Non. Quand l'UFC se met à recruter des mecs qui ont 5-0, nous, on doit commencer à recruter des mecs qui ont 1-0 et de les accélérer, mais des bons qui sont capables. Vigilon, il a 4 combats, mais il a un niveau tellement solide. Il a 5 combats, mais il a un niveau tellement solide que il est prêt à affronter un expert qui a fait le contender serait comme Enrique Shikemoto. C'est ce qu'on a envie de voir. Aujourd'hui, il y a un mec qui a construit, je crois que c'est The Whistle.
un grand média anglais qui a construit les 4 personnes les plus dangereuses dans chaque catégorie. Et dans la catégorie des 84 kilos, il a mis Bo Nicol comme étant l'un des mecs le top 3 mecs les plus dangereux pour la ceinture des 84 kilos, pour le champion Adesanya. Quand il a fait son classement, il n'y avait pas encore Sean Strickland comme champion. Donc, Bo Nicol, le nombre de combats n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est l'efficacité et la puissance que les mecs ont. Les mecs qui sont bons, faut les laisser glisser vers l'avant. On n'a pas de temps à perdre. Et le fait qu'ils glissent vers l'avant dynamise l'industrie et fait bouger les choses. Si ces mecs-là rapportent une tonne de thunes comme Adesanya, je comprends qu'on veuille absolument les garder. Mais au bout d'un moment, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se classer numéro 1 des événements dans la localisation européenne et française parce qu'on est capable de développer beaucoup de jeunes talents et qu'on est capable tout le temps de recruter et d'aspirer. On n'a que ça. Tu te rends compte que sur la FATCA, j'étais cité un jeune comme Aziz Lali, je pense que ça t'indique vers où on va. C'est que le roster a tellement bougé qu'on est en train d'avancer déjà, tu vois. Et il faut les faire avancer. Là, il y a un combat qui, moi, me hype. C'est le combat. Rizin avait perdu contre une fille, Gisèle Moreira. Qui est sans doute la meilleure bantamweight hors UFC, hein, honnêtement. Voilà, qui est aujourd'hui la meilleure bantamweight hors UFC. Elles vont refaire le match revanche pour une ceinture. Ouais, ça va être pas mal là comme planning. Et quand je te disais ça, Fernand, c'était bien sûr par rapport au... En gros, je comprends complètement la question de passerelle, ça n'a pas évolué, mais c'était plus ce côté, tu vois, quand tu vois aujourd'hui que le PFL arrive à trouver, mine de rien, son public, l'UFC ça fait sold out, tu vois, de se dire, est-ce qu'à un moment, Arès, tu vas toi être tenté de te dire, bon, est-ce que là justement on ferait pas plus qu'aujourd'hui des combats où pour Virgil Hogan, pour Mustafa Aida, Abou, pour Baki, où c'est des moments où on va se dire, on va savoir où ils sont, mais avoir cette espèce de super S où les gars sont à un stade de maturité un peu plus avancé, où tu te dis, là voilà, c'est un événement calibre Big Leagues, tu vois. Et si t'es en train de réfléchir à ça toi aussi? Oui, j'aimerais que ce soit calibre Big League, mais ça va avec le développement. Il y a ce qu'on appelle les Italiens ont inventé un mot pour dire que tu dois suivre le rythme de 50 km/h et de ne pas passer les feux rouges de ne pas vouloir accélérer parce qu'en accélérant, tu vas tomber sur un feu rouge. Pour profiter, ils disent usufruire de l'onda verde. Pour profiter de l'onde verte et de pouvoir être au feu vert souvent et souvent, il faut avoir un rythme qui est correct. Si tu accélères trop, tu te retrouves à un niveau où il y a des bouchons. Si tu accélères trop, tu vas avoir des trous et tu auras des bouchons plus longs ou alors tu vas te retrouver dans une situation où si tu vas lentement, tu vas créer des bouchons avant. Il faut avoir un rythme normal pour que tu puisses profiter de l'onde verte tout au long du cursus. Le cursus de formation fait qu'on reçoit les athlètes, on les forme, on leur donne l'occasion de briller. Quand l'UFC les absorbe, ça veut dire que l'UFC en a besoin. L'UFC, là, sur la fin d'année 2023, a recruté en tout 6 athlètes d'Ares. 6 athlètes d'Ares. Quand tu prends ce nombre d'athlètes, il y a un truc qui se fait. Il faut avoir la vitesse normale pour reconstituer le roster, repousser le roster et avancer. Si tu bloques trop le roster, tu auras des bouchons et tu seras incapable de leur donner le nombre de combats. Si tu te mets à bloquer le roster et que les gars montent, ils commencent à demander des primes très grandes, des conséquences et que tu ne peux pas suivre, tu vas bloquer. C'est pour ça qu'on est en ce moment sur une grosse levée de fonds pour pouvoir développer, avoir vraiment le côté, on va avoir un budget
pas simplement pour payer les athlètes, mais pour développer le roster, pour pouvoir gonfler et garder les bons athlètes parce qu'ils sont mieux payés, ainsi de suite. Donc, il y a une espèce d'onde verte à respecter pour ne pas créer des bouchons, ni en amont, ni en aval. Et ça va avec le rythme qu'on va mettre dessus. Est-ce que c'est compréhensible? C'est très clair, voilà, faut juste un peu de patience, mais ça devrait arriver bientôt. Bah, en tout cas, Fernand, les nouvelles sont rassurantes. Voilà, il faut retenir ces deux nouvelles-là, c'est-à-dire que d'un côté, on pousse la levée de fonds de façon à ce qu'on ait de quoi élever le niveau, garder plus d'athlètes et donc payer plus de qualité d'athlètes et qui se cultivent. Mais nous, on n'a pas envie de ramener des athlètes déjà très forts. On a envie de cultiver des athlètes. Quand je te cite des noms comme ceux que j'ai cités, tu les reconnais. Tu les as vus se produire sur Arès. Tu sais ce qu'ils valent. Tu sais les spectateurs. Tu peux dire à quelque chose près le nombre de spectateurs qu'ils vont ramener, les gens qui vont les supporter, de quel quartier viennent les spectateurs. Parce qu'on les connaît, on les a construits, on les monte ensemble. Et à côté de ça, quand ils arrivent à maturité, en fonction des besoins du PFL, de l'UFC, qui sont aujourd'hui les grosses ligues qui absorbent nos athlètes, on va les laisser partir. Et donc, il y aura un rythme naturel qui fait que du début jusqu'à la fin, on se suit, on respecte la vitesse pour tout le monde. Bah parfait, merci beaucoup Fernand. Juste dernier point, concernant Abdoul Abdouragimov et le PFL Paris, est-ce que c'est info, un toc sur son adversaire? Info. Ouf. Et info, ça... On aura un adversaire. Ok, du coup Fernand, à la semaine prochaine, c'était en tout cas très intéressant, vivement le retour d'Arès. Et puis petite semaine tranquille à l'UFC, enfin... tranquille encore que, avec un main event sous haute tension entre Grasso et Shevchenko, qui le prend? J'ai l'impression que Shevchenko reprend ce qui lui appartient. Allez, let's go après le combat contre Mano Fioro. Yes. Parfait. Come and